Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 octobre 2024 et nous nous efforçons toujours pour être fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner quelques informations avant de rentrer au thème, sinon à la thématique principale qui touche à la situation qui se discute aujourd'hui, c'est-à-dire les débats budgétaires avec tous les documents qui ont été déposés au niveau du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Donc, en termes d'information, je tiens d'abord à vous rappeler, comme je l'ai fait la dernière fois, que les responsables des syndicaux, des retraités, de la CREF, de la Caisse de retraite des fonctionnaires, ont invité tous les pensionnés de cette structure à une assemblée générale qui aura lieu le samedi 29 octobre 2000, le mardi plutôt 29 octobre 2024 à la mairie de Wenzé à 10 heures. J'espère que nous serons très nombreux. Je suis également retraité, que nous aurons l'occasion d'évoquer nos problèmes, d'autant que rien que pour l'année 2024, nous avons des arriérés pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de septembre et finalement bientôt pour le mois d'octobre. Et la situation devient véritablement difficile déjà que lorsqu'elle est payée, nous avons des difficultés pour rejoindre les deux bouts du mois. La deuxième information que je vais vous donner, je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes au courant de cette information. Le Congo a pris part à la réunion des BRICS qui s'est tenue à Kazan, en Russie, sous la présidence du président Vladimir Poutine. Et la particularité de cette réunion des BRICS, c'est que le Congo y a fait la demande d'adhésion à cette organisation des BRICS. Et c'est bon de rappeler que les BRICS, ça représente près de 45% de la population mondiale. Ça représente en termes de PIB pratiquement 60 000 milliards de dollars. Vous imaginez, pratiquement 37,4% du PIB mondial. Et il faut y penser parce que le petit Congo n'a qu'un PIB de 15 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Et d'après ce qui semble apparaître, d'abord, le G7 a un PIB, semble-t-il, estimé autour de 29% du PIB mondial. Et ce qui semble apparaître, et que sur quoi le président Vladimir Poutine a beaucoup insisté, c'est que les BRICS se battent pour le développement durable, pour l'épanouissement des pays et des peuples. Donc, à notre avis, c'est quelque chose qu'il faut suivre et on va voir avec les propositions. Mais j'apprends qu'au départ, pour ceux qui ne le savent pas, les BRICS étaient composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Et tout dernièrement, en Afrique du Sud, il y a 5 autres pays qui se sont ajoutés, à savoir l'Iran, l'Arabie Saoudite, les États arabes unis, l'Égypte et l'Éthiopie. Donc, nous avons déjà 2 pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie, qui y sont. On en revient aux BRICS, comme on a tenté de le faire au début de cette émission, avec les questions d'Ibrahima, qui nous écoute et nous appelle de Conakry. Et pour lui répondre, Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRIS, est avec nous. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Comment expliquer les nouvelles entrées au sein des BRICS, nous demande Ibrahima, et sur quels critères se sont appuyés les pays membres pour ces adhésions ? Alors, d'abord sur l'élargissement, ce n'était pas tellement le souhait des BRICS eux-mêmes, c'est simplement tout d'un coup une sorte de ruée du côté du Sud global pour rejoindre ce club. On a frappé à la porte, en fait. Comment ? On a frappé à la porte du club, et donc le club s'est réuni et en a discuté. Oui, il était même réticent, notamment du côté de l'Inde. On ne souhaitait pas véritablement étendre le club. Du côté de la Russie, on était évidemment très pushing. La Chine un peu plus hésitante aussi. Et finalement, donc devant l'afflux de demandes, il y a plus d'une quarantaine en réalité, on a donc mis rapidement en place un groupe ad hoc d'experts pour essayer de définir des critères. Alors les critères sont assez simples. Il y en a 3. Le premier, c'est d'abord respecter l'équilibre de départ
des BRICS entre, d'un côté, on va dire, des régimes autoritaires à économie de commandement et de l'autre côté, des pays démocratiques à économie de marché, même si les démocraties sont imparfaites et les autoritarismes variables. Le deuxième critère, c'est un critère de répartition géographique. Il faut bien comprendre qu'on est finalement dans la veine des accords de Bandung en 1955, mouvement des non-alignés, le Sud, les pays en développement, mais il faut que tous les continents soient représentés. Et là, la percée, c'est quand même l'entrée des pays du monde arabo-musulman. Ça, c'est quelque chose qui manquait aux BRICS et qui a été extrêmement bien perçu par les experts, puisque l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Iran sont rentrés. Donc là, c'est tout d'un coup un nouveau continent qui rentre. Et un troisième critère, c'est assez simple, c'est celui de cette volonté de manifester, en tout cas, d'aller vers un ordre multipolaire, dédollarisé. Et donc, il fallait bien évidemment que les pays fassent preuve de ce point de vue-là, non seulement déclarations, mais de gestes qui allaient dans ce sens. Il fallait adhérer à une philosophie politique, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Sachant que le club est un club économique. C'est très bizarre de devoir réinsister là-dessus, mais le club se crée en 2009 suite à la crise financière américaine qui balaye les pays en développement. La crise des pays riches en général se traduit par 5 ou 10 ans de difficultés pour les pays pauvres, et donc c'est essentiellement à vocation économique. Et justement, Jean-Joseph Boileau, Ibrahima qui nous posait une question autour des économies des nouveaux entrants. Ibrahima. Alors, la deuxième question, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie font partie des nouveaux adhérents. Comment l'expliquer alors que leurs économies ne sont pas au même niveau? Voilà, comment expliquer que des économies aussi disparates que celles de l'Arabie saoudite et de l'Éthiopie se retrouvent dans le même club? J'ai lu, mais vous allez peut-être me corriger, Jean-Joseph Boileau, que l'Éthiopie a un PIB par habitant qui est 30 fois inférieur à celui de l'Arabie saoudite. Alors, si vous regardez quand même le revenu par tête des pays fondateurs, des BRICS, vous observez qu'on avait déjà une très très grande disparité, puisqu'on avait par exemple, je sais pas, la Russie qui était à en gros 3500, et puis l'Inde qui était aux alentours de 5000. Donc on avait déjà un écart de 1 à 7. Il faut bien faire attention, les BRICS ne sont pas un groupe homogènes du point de vue du revenu par tête ou de la richesse, c'est pas ça qui les caractérise. Ce qui les caractérise, tout simplement, c'est qu'ils sont pour l'essentiel exclus des grands organismes nationaux ou à des places marginales. Au total, je rappelle, les 5 BRICS ne pesaient pas plus que 15% des droits de vote au Fonds monétaire international, alors qu'ils représentaient à peu près 3,5 milliards d'habitants et pas loin de 25% du PIB mondial. Donc c'est cette idée-là qui est derrière la constitution des BRICS. Et de ce point de vue-là, l'Arabie saoudite est un pays qui est la 9e puissance du monde et qui, en termes de PIB par tête, est pas loin des pays européens, bien évidemment, mais qui, sur le plan de son pouvoir, de son rôle et de ses droits dans les grandes organisations internationales, est frustré. Et donc là, c'est l'expression on rejoint un club qui a pour but de faire un peu basculer l'ordre économique international. Maintenant, la troisième information que je donne, c'est que tout récemment, je crois que c'est le 18 octobre que ça s'est passé, il y a eu une rencontre entre le bureau de l'Assemblée nationale de notre pays avec quelques membres du gouvernement, pas tous, quelques membres. Et ils se sont penchés sur le malaise social, sur la situation difficile que connaît le Congo à l'heure actuelle. Bon, on a lu à travers la presse que les ministres ont apporté les solutions aux questions qui leur ont été posées. Ils ont pris l'engagement de régler les problèmes, mais la question que nous nous posons, est-ce que ce gouvernement est vraiment capable de régler ces problèmes? Mais je crois que c'est une question que nous suivrons. L'autre information, puisque notre économie, notre budget dépend fortement du pétrole, le comité de fixation des prix du pétrole a fixé à 78,59 dollars américains le prix moyen du pétrole pour le 3e trimestre. Je rappelle qu'au premier trimestre, ce prix était de l'ordre de 83 dollars, au second trimestre autour de 80 dollars et maintenant autour de 78,59. Mais vous constatez que c'est largement au-dessus des 75 dollars qui étaient prévus au budget de 2024. Donc aujourd'hui, le pétrole ne devrait pas constituer un problème sur cette situation. Maintenant, l'autre aspect
que je vais aborder, c'est qui préoccupe les Congolais en termes d'information. C'est la situation du centre hospitalier universitaire de Brazzaville sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que, je ne sais pas si c'est un fake news, mais ça circule sur les réseaux sociaux, qu'une infirmière aurait déclaré au CHU, elle faisait partie d'un groupe de gens qui donnaient ou qui administraient des produits toxiques à des malades. En contrepartie de ce deal, elle bénéficiait des fortes sommes d'argent. C'est une information troublante. Et nous en sommes préoccupés parce que nous souhaitons que les gouvernants, notamment des ministères de la Santé et de la Population ou la direction générale du CHU, puissent apporter des démentis à ce genre d'informations qui perturbent la population. Maintenant, le deuxième aspect s'agissant du CHU, c'est que nous constatons ces derniers temps que les responsables du CHU sont interpellés, soit à la centrale d'information et de documentation, d'intelligence et de documentation, soit chez la doyenne des juges. Et nous nous rappelons à travers ce qui s'était passé à l'hôpital général de Dolisie avec le jeune Fred Makita, qui nous avait appris que le directeur général de Dolisie lui avait dit que ce qui s'est passé à Dolisie s'est passé pratiquement dans tous les hôpitaux. Et nous avons été surpris du silence des organes de contrôle. Et nous ne faisons que vivre parce qu'on y parle de malversation financière. Mais ce qui préoccupe les Congolais, c'est que semble-t-il que certains d'entre eux ont passé 2 nuits à la centrale d'intelligence et de documentation et en sont ressortis, semble-t-il, après les interventions des autorités, des gouvernants. Ça veut dire qu'on a toujours ce problème de protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ne nous permettra pas d'avancer si nous continuons sur ce point. Donc, après avoir évoqué ces informations, je vais rentrer maintenant dans la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui est simple. Le gouvernement a déposé le budget sur la table du Parlement. On est en train, semble-t-il, de l'examiner tant au niveau du Sénat que de l'Assemblée nationale. La question que nous posons, c'est quelle est la responsabilité des parlementaires? Des parlementaires, nous disons bien, devant la misère et la souffrance des Congolais. Nous le disons parce que les députés, les sénateurs sont censés être les représentants du peuple. Et on ne peut pas être représentant du peuple et ne pas prendre position en faveur du peuple lorsqu'il s'agit de ce genre de débat. C'est pour ça que suite à ce que le gouvernement a présenté le 7 octobre, à savoir la loi de règlement pour l'année 2023, à savoir le rapport d'exécution du budget de l'année 2024 au 30 juin, et ensuite à la présentation de l'avant-projet du budget de l'année 2025, nous avons choisi d'abord de nous pencher, non pas sur la loi de règlement, mais beaucoup plus sur le rapport d'activité de l'année 2024, année au cours de laquelle nous avons déjà dit un peu plus haut que le pétrole s'est bien comporté. Le pétrole s'est bien comporté et malheureusement, nous sommes préoccupés par les réalisations qui ont été faites parce que sur un budget qui était prévu en recettes de l'ordre de 2605 milliards et en termes de dépenses de l'ordre de 2069 milliards, nous n'avons réalisé en termes de recettes au 30 juin que 1209 milliards. En termes de dépenses, 941 milliards. Donc, nous sommes en deçà de la barre des 50%, ce qui nous amène à nous interroger. Mais nous avons jeté un regard, et je crois que ce n'est pas la première fois que je fais. Comment ça se fait qu'en termes de recettes, nous n'avons pu encaisser que 1209 milliards? Et nous regardons ça, le pétrole, parce que dans le budget 2024, le pétrole était prévu à pratiquement 1462 milliards de francs CFA. Donc, il est possible qu'on aurait pu penser qu'au milieu de l'année, on devait réaliser autour de 731, 732 milliards de francs CFA. Et comme le pétrole s'est bien comporté, comme on a été largement au-dessus en ce qui concerne le prix du baril, largement au-dessus des prévisions, et nous avons fait une projection en nous disant que le pétrole a dû rapporter au budget de l'État congolais pratiquement près de 800 milliards de francs CFA. Ce qui fait que les autres recettes, à savoir les recettes fiscales, c'est-à-dire les recettes provenant des douanes et les recettes provenant des impôts et des impôts, n'étaient que
et des autres ressources n'était que de 409 milliards, ce qui est extrêmement faible. Parce que quand on prend les recettes fiscales, elles étaient estimées à pratiquement 935 milliards. Donc, on aurait dû s'attendre à ce qu'au milieu de l'année, on arrive au moins à réaliser 467 milliards. Maintenant, on s'est posé des questions. Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du bois? Encore qu'en ce qui concerne les mines, nous l'avons déjà dit, on était surpris qu'en termes de prévision, on n'ait prévu que 240 millions de recettes, ce qui est extrêmement faible. Mais ce que nous découvrons, c'est que les recettes fiscales ne se sont pas très bien comportées. Ce qui veut dire, en ce qui nous concerne, et il faut le dire sans complaisance, nous avons des problèmes au niveau des douanes, nous avons des problèmes au niveau des impôts. Et nous constatons que les organes de contrôle ne jouent pas leur rôle. Chaque année, pour assurer ses missions, l'État du Sénégal propose à l'Assemblée nationale d'adopter un budget. Le budget est constitué de recettes et de dépenses. Le gouvernement se demande ce qu'il aura comme dépenses, c'est-à-dire les charges, et où est-ce qu'il peut trouver les recettes, c'est-à-dire les ressources pour les couvrir. D'où viendront donc ces recettes ? Il y a d'abord les recettes fiscales qui regroupent par exemple l'impôt sur le revenu supporté par les travailleurs, l'impôt sur les sociétés ou encore la TVA payée sur les biens consommés. À côté de celles-ci, il existe les recettes non fiscales, composées notamment des produits de l'exploitation du domaine de l'État et de la vente des biens et services. Par contre, pour financer son déficit de cette année, l'État empruntera des fonds sur le marché financier, interne et international. Le gouvernement bénéficie aussi de ressources extérieures, qui sont celles non gérées par le Trésor public, comme les dons projets et legs, qui sont les subventions allouées par les partenaires techniques et financiers, et les emprunts projets, qui sont les prêts accordés à l'État. Elles doivent aller à des projets d'investissement, comme la construction de routes, d'écoles, etc. Enfin, l'État devra également récupérer le montant d'avance ou de prêt qu'il a eu à accorder à des organismes publics ou privés. Voilà, entre autres, les principales sources de recettes du budget. Et quand nous voyons ce qui se passe, il y a ce que l'on disait sous le président Marien Ngouabi, le problème de l'homme. Est-ce que nous avons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce que les hommes se comportent en combattant ce que certains appellent les antivaleurs, sinon la corruption, les détournements de fonds, etc. Et visiblement, on semble qu'un choix a été fait pour le budget 2024 pour toujours contribuer à l'enrichissement illicite de quelques privilégiés, de quelques particuliers, et à ne pas permettre à l'intérêt général. Et c'est ce que nous vivons. C'est même pour ça qu'à un moment donné, le Premier ministre a signé une note qui nous a pratiquement préoccupés, nous aussi. Parce qu'il signe une note dans laquelle il désignait le ministre d'État, le ministre Biya, pour être celui qui devait agir pour renflouer les caisses de l'État. Ce qui veut dire qu'on avait reconnu l'incompétence tant du ministre de l'Économie et des Finances que du ministre du Budget dans ce domaine. Cette incompétence peut être traduite en termes de direction générale, de services, etc. Malheureusement, c'est le statu quo. On garde les mêmes, on continue. Mais c'est la population qui souffre et c'est quelque chose que l'on devrait prendre. Donc, avant d'examiner la situation du budget, de l'avant-projet du budget de l'année 2025, il est intéressant de savoir que nous avons déjà des problèmes au niveau des douanes, au niveau des impôts et au niveau des services qui s'occupent d'autres ressources comme le bois, comme les mines, comme le portefeuille de l'État et autres. Et c'est une donnée que nous devions prendre en ligne de compte. Donc, après avoir fait ce point et faire ressortir ces préoccupations, nous rentrons, nous allons essayer de voir ce qui se passe en ce qui concerne le budget de l'année 2025. Mais moi, je vais m'attarder surtout en ce qui concerne les objectifs, où on a dit qu'il fallait consolider les recettes budgétaires en élargissant l'assiette fiscale et en agissant pour l'amélioration des recettes fiscales. En France, il existe essentiellement 3 manières de fixer le montant d'un impôt. Quand son coût est fixe, on parle d'un impôt forfaitaire. C'est le cas des contraventions. Quand on applique un taux fixe à un montant, également appelé base imposable, on parle d'un impôt proportionnel. C'est le cas de la TVA
car on applique un taux fixe de 19,6% sur la plupart des biens et des services. Quand on applique un taux qui varie en fonction de la base imposable, on parle d'un impôt progressif. Plus la base est importante, plus le taux d'imposition est important. C'est le cas de l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour le calculer, on additionne d'abord tous les revenus nets annuels, salaire, pension par exemple, d'un foyer fiscal, c'est-à-dire les personnes qui partagent la même feuille d'impôt. Prenons l'exemple d'un couple avec 2 enfants. En 2012, leur revenu s'élève à 40 000 €. Ensuite, on soustrait à la somme obtenue les charges déductibles. Par exemple, déduction forfaitaire de 10% correspondant aux dépenses professionnelles courantes, comme les frais de déplacement, ce qui permet d'obtenir le revenu net global. Après la déduction forfaitaire de 10%, soit 4 000 €, le revenu net global de notre couple est de 36 000 €. On le divise ensuite par le nombre total de personnes ou parts dans le foyer fiscal. Le père et la mère représentent chacun une part et les 2 enfants représentent chacun une demi-part. Tous leurs revenus sont donc divisés par 3. On obtient ainsi la base imposable, également appelée assiette fiscale. Mais évidemment, si vous ne réglez pas les problèmes structurels au niveau des douanes et des restes, vous n'avancerez pas. L'autre problème, c'est de rationaliser les dépenses publiques. Et je pense que lorsqu'on parle de rationaliser les dépenses publiques, on parle de la qualité de la dépense. Mais on doit privilégier ce qui a trait aux infrastructures. Regardez dans quel état notre pays se trouve. On doit également privilégier ce qui est relatif à l'éducation, à la santé, à l'emploi des jeunes, parce que le chômage des jeunes est véritablement terrible. Et ensuite, aux couches vulnérables comme les retraités. Et à notre avis, il faut y accorder de l'importance. Après, il faut s'intéresser au problème de la dette, qui est un problème très important. Il suffit que je rappelle quelques chiffres. Notre dette était de 1 565 milliards en 2010. Elle est passée à 3 065 milliards en 2015, mais elle atteint 8 149 milliards en 2022 et 8 497 milliards en 2023, pratiquement 100% du PIB. Et nous retombons dans la situation d'avant la conférence nationale. Le budget de l'État est constitué de recettes et de dépenses. 95% des recettes sont des recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, les sociétés et le patrimoine. Et les taxes sur la valeur ajoutée ou les produits pétroliers par exemple. Les dépenses, quant à elles, sont de 4 natures. Les dépenses de fonctionnement, comme les salaires des fonctionnaires. Les dépenses d'intervention, dans le domaine social et économique, comme les allocations chômage, mais aussi internationales, comme la contribution à l'Union européenne. Les dépenses d'équipement et d'investissement, la construction d'une route par exemple. Depuis plus de 30 ans, l'État dépense plus qu'il ne perçoit. On dit qu'il est en déficit budgétaire. L'État s'est endetté pour faire face à l'accumulation de ces déficits. Il faut donc ajouter un 4e poste de dépenses lié aux intérêts de cette dette. Attention, nous parlons ici de déficit budgétaire, qui ne comprend que les dépenses et les recettes de l'État, et non de déficit public, qui prend également en compte celles des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Dans la zone euro, tous les pays se sont engagés à présenter un déficit inférieur à 3% du PIB. Pour réduire son déficit, l'État a 2 leviers à sa disposition. L'augmentation de ses recettes et la réduction de ses dépenses. C'est le gouvernement et le Parlement qui déterminent quel levier privilégier lors de l'élaboration du budget. Pour cela, chaque année, de janvier à septembre, tous les ministres participent, sous la coordination du ministre du Budget, à la préparation du budget de l'année suivante, dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances. La loi de finances doit ensuite être adoptée par le Parlement,
puis promulguée par le président de la République avant le 31 décembre. Tout au long de ce processus, des institutions indépendantes, telles que la Cour des comptes ou l'Union européenne, exercent un contrôle. Qui avait permis à la conférence nationale de constater que la dette constituait un véritable obstacle. C'est pour ça que l'on parle de restructuration de la dette, etc. Mais nous avons une préoccupation qui doit apparaître clairement au niveau des objectifs de ce budget. C'est d'auditer cette dette. Parce que nous ne comprenons pas, toujours pas, comment au moment où notre budget réalisait des excédents, nous sommes arrivés à un niveau d'endettement pratiquement insoutenable qui conduit le pays. Parce que je ne vais pas inquiéter les Congolais. Aujourd'hui, on a fait le budget avec $1 à 74 $. Mais imaginez un seul instant, et c'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. Imaginez un seul instant que le budget, le cours du baril du pétrole dégringole à 50 $. Quelle sera la situation de notre économie qui est fortement dépendante du pétrole? Ça sera véritablement catastrophique. Mais il y a d'autres objectifs qui n'apparaissent pas dans le budget tel qu'il a été présenté, mais que moi je tiens à soulever et qui doivent être pris en ligne de compte. L'un des premiers objectifs que je tiens à souligner, c'est qu'il faut que ce budget ait pour l'objectif d'arrêter la misère et la souffrance des Congolais. Il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut lutter, traquer les délinquants économiques. Il faut arrêter de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Il faut lutter contre la corruption. Tolérance est zéro. Sinon, on n'avancera pas du tout. Et à notre avis, ensuite, je le dis assez souvent, il faut procéder aux audits des grands travaux, notamment tous les marchés de la municipalisation et les autres. Il faut réduire le train de vie de l'État. C'est une mesure qui semble difficile au Congo, mais que nous ne comprenons pas. En 2022, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a pris des mesures drastiques, dont l'une des mesures, c'était la réduction des salaires des membres du gouvernement et des institutions de 30%. Mais il y avait d'autres mesures. En 2024, le président Tinubu du Nigeria a pris également face à la situation difficile des mesures extrêmement draconiennes. Et le président du Nigeria a réduit les salaires des membres du gouvernement, des membres des institutions. Et il a pris d'autres mesures, mais il a réduit ses salaires de 50%. Donc, on ne comprend pas pourquoi au Congo, on a du mal à réaliser cette mesure. Et ensuite, vous avez des mesures qui doivent concerner, en termes d'objectifs, l'application des lois comme l'obligation de déclaration de patrimoine par chaque citoyen élu ou nommé à une fonction. Et comme ce n'est pas appliqué, mais dans cette loi, il y a une disposition qui prévoit des sanctions. Et à notre avis, il faut, à notre avis, que l'on essaie d'avancer. C'est pour ça que nous allons essayer d'épingler et d'avancer quelques mesures qui doivent être prises pour soulager les Congolais, pour faire que nous récupérons l'argent qui a été dilapidé du trésor public, pour faire en sorte que nous renflouons les caisses de l'État. Mais pour ça, il faut à la fois de la détermination, de la volonté et un certain courage politique. La première mesure que j'envisage, mais écoutez, il faut toucher aux institutions. Il faut supprimer les institutions qui font double emploi, notamment tous ces conseils qui ont été créés à l'occasion du changement de la Constitution avec la Constitution du 25 janvier 2015, tous ces conseils nationaux, etc. Nous avons découvert que nous n'avons pas les moyens de supporter cette charge financière. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut supprimer ça. Le deuxième aspect que nous allons évoquer, nous venons de parler du Ghana, etc. Mais prenons le cas du Congo. Les Congolais spéculent sur les salaires de leurs responsables, de leurs gouvernants. Parce que malheureusement, quand je parle du gouvernement, je pense au décret 2012-1037 du 3 octobre 2012 qui fixe les rémunérations et les avantages des ministres, mais qui n'a jamais été publié au journal officiel. Pourquoi le cache-t-on? Pourquoi le cache-t-on? Il faut bien que ça soit mis à nu, mais pour l'opinion publique congolaise. Le premier ministre congolais gagnerait près de 25 millions de francs CFA.
largement au-dessus du salaire officiel du président américain, qui est de 20 millions de francs CFA par mois. J'avoue que les Congolais sont audacieux pour que les salaires de notre Premier ministre se situent à ce niveau. Quand je prends les salaires d'un de nos ministres, le ministre congolais gagnerait, dit-on, 11 millions de francs CFA, largement au-dessus du salaire du président Macron, par exemple, qui est un peu supérieur à 9 millions de francs CFA. Combien gagne Emmanuel Macron? Je vais pouvoir vous le dire dans quelques instants car le bulletin de paie du président de la République a été publié ce jeudi par Libération. Mais déjà avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une surprise car le salaire du chef de l'État fait l'objet depuis Nicolas Sarkozy d'un exercice de transparence. Son montant fixé à 21 300 € net mensuels à l'époque est depuis inscrit dans la loi. François Hollande l'a ensuite minoré de 30% par décret. En revanche, le document n'avait jamais été transmis et donc jamais décortiqué dans le détail. C'est ce qu'on va faire. Mais je vais d'abord commencer par mettre fin au suspense. Emmanuel Macron gagne 16 039 € brut par mois, soit 14 586 € et 32 centimes net avant impôt. C'est un gros salaire, on est d'accord, mais selon RMC, c'est moins que le chancelier allemand Olaf Scholz et 2 fois moins que le président américain Joe Biden. Bon, une fois qu'on a dit ça, en regardant de plus près, on voit que la somme est scindée en 3 parties. Il y a le salaire de base 12 457 €, une indemnité de fonction de 3 207 € pour valoriser l'expertise, la technicité du poste et une indemnité de résidence de 373 € versée à tout agent public. Le bulletin fait aussi état d'un avantage en nature lié au logement du président. En gros, c'est un montant qu'il ne touche pas, 2 418 €, mais qui équivaut au coût du bien qu'il occupe gratuitement. Cette somme est soumise à cotisation sociale et à l'impôt sur le revenu. Mais quand je prends le ministre d'État, il gagne 15 millions. Il gagne plus que la plupart des responsables des pays du groupe du G7. Et je me pose la question, qu'est-ce qui a permis la fixation des salaires à ce niveau? Parce que prenez le SMIC en France. Je crois qu'il est autour de 1 400 €, sinon 1 500 €, c'est-à-dire entre 900 000 et quelques millions de francs CFA. Mais prenez le SMIC au Congo, il est de 90 000. Est-ce qu'il est normal que dans un pays qui a un SMIC de 90 000, que les gouvernants puissent se taper des salaires? Et lorsqu'on parle de réduction du train de vie de l'État, ils ne veulent pas du tout en entendre. Mais ce n'est pas tout. Les Congolais vont être surpris. Officiellement, le Premier ministre chinois gagne un peu plus d'1 million de francs CFA. Pratiquement 1,50 million francs CFA. Et les Congolais vont être surpris. La Chine, c'est une puissance économique. La Chine, ce monde où il y a la grande proportion de la population mondiale. Et le président chinois officiellement. Le Premier ministre indien, également une puissance qui fait déjà partie des BRICS, gagne autour d'1 450 000 francs CFA. Le président Poutine gagnerait autour de 6 900 700 millions. Et nous ne voyons pas qu'au niveau du Congo, nous avons l'audace de fixer les salaires là où nous sommes. Et depuis 10 ans, quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, pour des gens qui ont voulu, semble-t-il, créer un impôt de solidarité. Mais où est la solidarité quand vous n'êtes pas capable de réduire le train de vie de l'État par la réduction de vos salaires pour qu'on pense aux couches les plus vulnérables? Mais l'exemple n'est pas seulement celui-là. J'ai fait une comparaison en 2023, j'ai fait une réflexion en 2023 en comparant les salaires des membres du gouvernement congolais et des membres du gouvernement burkinabé. Pendant que le Premier ministre congolais gagne 25 millions, le Premier ministre burkinabé gagne 1,90 million. Pendant que le ministre d'État congolais gagne 15 millions, le ministre d'État burkinabé gagne 973 000 comme tous les autres ministres. Pendant que les ministres congolais gagnent 11 millions, le ministre burkinabé gagne 973 000. Ce qui veut dire en gros qu'au bout d'1 an, les salaires mensuels de tous les membres du gouvernement s'élèvent au Congo à 5 424 millions de francs CFA. Et au Burkina Faso, ça s'élève globalement à près de 282 millions de francs CFA. Regardez la proportion. Regardez la proportion. Et si vous prenez le salaire du Premier ministre congolais de 25 millions, vous multipliez par 12, vous arriverez à 300 millions. Et 300 millions qui représentent la masse salariale du Premier ministre congolais en 1 an permettrait au Burkina Faso de supporter les salaires de tous les membres du gouvernement
pendant un an. Est-ce que c'est normal qu'il y ait de la résistance, qu'il y ait de la réticence à ce qu'on parle du train de vie de l'État? Et là, je ne parle que du gouvernement. Faites l'économie. Si je prends 5 milliards 424 millions, si on réduit de 50%, ben vous avez déjà à peu près 2 milliards 700 millions d'économies. C'est peu. Mais si on touche aux autres institutions, non seulement en termes de réduction de conditions de rémunération, mais également en termes de réduction des effectifs de toutes ces institutions. Est-ce que le Congo mérite, même en période de crise, d'avoir 38 ministres et toute cette kyrielle des gens, personnalités ayant rang des ministres délégués? Est-ce que nous avons le poids financier pour supporter toute cette charge? Et je crois qu'il faut être réaliste pour se rendre compte. Et quand on le vit, lorsqu'il y a des structures comme la mairie de Ouesso, où il y a 120 mois d'arriérés de salaire, pratiquement 10 ans, lorsqu'on voit les retraités qui ont pratiquement 42, 43 mois d'arriérés de pension, ils vont pratiquement s'acheminer vers 4 ans d'arriérés de pension. Est-ce que c'est normal? Et on peut se plaire comme ça, de vivre dans l'opulence, dans un îlot de prospérité, en plein océan de misère, etc. Donc, toutes ces mesures que nous avançons, nous disons qu'elles peuvent être réalisées, pas qu'elles peuvent être réalisées, elles doivent être réalisées, dans l'intérêt de tout le monde. Et il n'y a aucune raison, au niveau de la répartition de la richesse nationale, il y a une petite minorité qui s'accroche. Et c'est elle qui fait souvent la campagne, la propagande pour dire il faut conserver le pouvoir, il faut demeurer au pouvoir, il ne faut pas bouger. Je crois qu'il faut que les choses essaient de changer fondamentalement. Maintenant, l'autre volet, l'autre ligne sur laquelle nous voulons nous appesantir, c'est la lutte contre la corruption. En d'autres termes, la traque des délinquants économiques et financiers. Et ils sont nombreux. Avant, les gouvernants semblaient ne pas les connaître, mais on les connaît maintenant. Et de façon théorique, on dit le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Son indice de perception de la corruption est de 22 sur 100 en 2023, véritablement médiocre. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15.
La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24,16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25,17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26,18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26,19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27,20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Et quand on suit les déclarations, je me rappelle de cette excellente déclaration du président Isidore Bouba en février 2018, lorsqu'il disait que l'Assemblée allait partir en guerre contre les délinquants économiques et financiers. Où sommes-nous arrivés? Cette guerre s'est arrêtée à quel niveau? Elle a produit quels résultats? On peut continuer à multiplier comme ça les exemples. À l'époque, toujours au cours de cette année 2018, les partis de la majorité présidentielle avaient déclaré qu'elles ne protégeaient pas les coupables et que tous ceux qui étaient baignés dans ces scandales, etc., devaient répondre de leurs actes devant la justice. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de membres, et j'ai entendu un jour un responsable du Parti congolais du travail dire lorsque un membre du Parti congolais du travail sera découvert ou mis en cause dans ce genre d'affaires, le Parti congolais du travail sera le premier à les dénoncer. Mais jusqu'à présent, devant les nombreux cas, pourquoi le Parti congolais du travail ne dénonce pas? Pourquoi ils ont plutôt choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers? Et les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux. S'agissant du chef de l'État, je me repose toujours sur la déclaration qu'il a faite et j'aime à la rappeler. Le 14 août 2009, lorsqu'il dit « Je ne surprends personne en apprenant qu'en dépit des efforts multiformes, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de concussion, de détournement, de détournement des deniers publics. » Et il précise, là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été interpellé. Est-ce que c'est véritablement sérieux? Et je reprends également la déclaration du président, du chef de l'État congolais. Dans son message sur l'état de la nation en 2018, lorsqu'il dit « Face aux délits économiques, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. » Le président congolais Denis Sassou Nguesso a promis samedi à son peuple d'engager une grande lutte contre la corruption et les délits économiques dans laquelle il n'y aura ni menu fretin ni gros poisson, la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption lors de son message à la nation devant les parlementaires. Alors expliquez-moi pourquoi jusqu'à présent rien ne bouge. Expliquez-moi pourquoi de nombreux cas. Qui peut m'expliquer pourquoi, le 9 décembre 2023, le président de la haute autorité de la lutte contre la corruption a lui-même déclaré que son institution avait mené une trentaine d'enquêtes et d'investigations, qu'il avait reçu des dénonciations et des plaintes et qu'il était prêt à délibérer, à donner les résultats, afin d'aller à la saisine de la justice. Dites-moi pourquoi ça ne s'est jamais fait. Pourquoi cet engouement, cette propension à vouloir protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers? Assez souvent, on dit qu'on n'est pas au courant. On dit, mais je vais essayer d'épingler quelques cas pour que les uns et les autres puissent avoir l'esprit tranquille et se dire, c'est véritablement un problème. Notre conscience n'est pas tranquille. Le premier cas que j'évoque, puisqu'il concerne le Parlement, c'est le problème des excédents budgétaires. Lorsque le 12 août 2006, le chef de l'État congolais a déclaré devant le Parlement réuni en congrès, dans son message sur l'état de la nation de l'année 2006, que le budget congolais dégageait des excédents, que ces excédents étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun franc ne sortirait de ce compte sans la moindre loi rectificative, et que chaque année, un audit allait être réalisé et rendu public par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. J'épingle d'abord ce cas parce que cette déclaration a été faite devant le Parlement réuni en congrès.
Et beaucoup d'observateurs et d'analystes politiques disent que ces excédents se seraient élevés à près de 14 000 milliards de francs CFA, près de 25 milliards de dollars. Mais que fait la Cour des comptes? Que fait le Parlement? Sur cette question, le gouvernement a-t-il été interpellé? Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a su la continuité de l'État. Et ça amène les Congolais toujours à se poser la question, où est passé l'argent du Congo? Où est passé l'argent du pétrole? Où est passé l'argent des mines? Où est passé l'argent du bois? Où passe cet argent? Principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Le rythme de développement qui est le nôtre, les ambitions qui sont les nôtres, nous ont permis de constater que les dépenses devenaient plus importantes que les recettes. Prends un exemple précis. Vous êtes comme moi, sans doute, des fonctionnaires de l'État. Nous avions négocié avec les centrales syndicales de sorte que la valeur du point d'indice passe de 200 à 300 par palier. Nous étions à 370 milliards de masse salariale avec un point d'indice à 250. En passant de 250 à 275, la masse salariale est désormais de 410 milliards. C'est une dépense incompressible. Pour nous, nous qui avons la fibre sociale, nous n'envisageons tout de même pas de réduire les salaires des fonctionnaires ou de ne pas accéder à leur demande, qui a été un compromis entre nous, d'augmenter régulièrement la valeur du point d'indice. Cette dépense, il faut la faire. C'est une dépense incompressible. De la même façon que le président avait choisi d'augmenter les bourses des étudiants. Nous n'envisageons tout de même pas de réduire à nouveau les bourses des étudiants. De la même façon que nous avions un programme d'investissement ambitieux parce que nous voulions aller à l'émergence. Des investissements étaient en cours, on ne pouvait pas arrêter ces investissements. Il fallait toujours mettre des moyens pour achever les travaux en cours. Nous sommes dit, usons des fonds que nous avions économisés hier sans les épuiser naturellement, pour que l'on maintienne l'équilibre entre dépenses et recettes. Voilà comment nous avons eu recours à une partie, je dis bien une partie, des fonds de réserve des générations futures. Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Alors, lorsque je vois le bureau de l'Assemblée se retrouver avec le gouvernement, soi-disant autour d'un problème de malaise social, je me demande si c'est maintenant qu'ils découvrent le malaise social. Parce que les voix ont commencé à s'élever dans ce pays depuis 2012 pour décrier et dire que le pays traversait une grave crise multidimensionnelle et qu'il fallait prendre des dispositions pour en sortir. De la même façon, parce que avant de passer à l'autre rubrique, de la même façon, je rappelle aux parlementaires qu'ils savent, il faut qu'ils le sachent. Les Congolais savent maintenant que la crise n'est pas que économique, financière et sociale. Elle est même politique, elle est même électorale. Et c'est pour ça que je prends du plaisir à rappeler aux parlementaires pour qu'ils ne se réveillent pas trop tard en leur disant qu'ils doivent le savoir, mais les Congolais le savent maintenant. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et tout ça, ça a des répercussions sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et le disant, je rappelle au président du Sénat, je rappelle au président de l'Assemblée nationale, qu'un citoyen avait introduit un recours sur la question de l'inconstitutionnalité de l'élection ayant reconduit le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité
centrale du Parti congolais du travail auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci s'est déclarée incompétente par une décision du 31 juillet 2020. Mais, s'étant jugée incompétente, elle a jugé nécessaire d'en informer le président, entre autres, le président de l'Assemblée et le président. Donc, ils le savent parfaitement. Mais ils sont membres du bureau politique du Parti congolais du travail. Et le président du Sénat est celui qui avait présidé le Congrès, qui avait conduit à prendre cette décision. Donc, voilà des situations. Donc, la crise ne doit pas être vue sous le prisme des malaises sociaux à travers les difficultés économiques et financières. Elle doit être vue sous l'angle d'une véritable crise multidimensionnelle qui est grave et pour laquelle, il faut le reconnaître, les gouvernants depuis plus de 10 ans n'ont pas pu apporter des solutions. Mais là, au-delà de ce commentaire, je reviens toujours s'agissant des cas, mais c'est en pleine Assemblée nationale qu'un député a fait une déclaration selon laquelle des fonds avaient été débloqués pour une route imaginaire de 137 km. Lorsqu'on dit que le Parlement est chargé du contrôle de l'exécution du budget, est-ce qu'on peut accepter que le Parlement soit silencieux sur ce genre de problème? Et après, on est surpris. On dit la situation est difficile, elle n'est pas apocalyptique, excusez-moi, j'ai la difficulté pour prononcer ce mot, tellement, en fait, je n'avais pas envie de le prononcer. Mais la situation, elle est véritablement réelle. Mais cet argent, s'il a été débloqué pour une route imaginaire de 137 km, il est parti où? Et j'épingle ça parce que c'est l'Assemblée qui était en plein dans ce débat. J'en viens à un autre problème, le dossier du FIGA. J'en parle pourquoi? Mais parce que les Congolais ont vu ce dossier être examiné à un moment donné par la Commission économie, finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Depuis, ça a disparu. Mais il s'agit bien des malversations financières. Il s'agit bien des détournements de deniers publics dans lesquels les membres du bureau politique du PCT, les membres du gouvernement, et ce n'est pas le seul dossier, sont impliqués et ils ont choisi d'être silencieux, de s'asseoir là-dessus. J'en profite pour rappeler aux parlementaires qu'ils se souviendront du rapport de l'Amir Ngela en tant que président de la commission de lutte contre la corruption avait monté et avait épinglé un certain nombre de membres du gouvernement. Qu'en est-il devenu? Non. Ce qu'on a vécu, c'est que l'Amir Ngela a quitté son poste et ce dossier n'a jamais été tranché. Donc, vous voyez bien que nous avons des problèmes. Parlant toujours de l'Assemblée, nous avons suivi, sinon je parlerai des parlementaires en général, nous avons suivi un moment de bruit qui a été fait sur le contrôle parlementaire au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Où en sont les résultats et où est-ce qu'on s'est arrêté? Est-ce que c'est normal? Donc, lorsque les membres du bureau de l'Assemblée reçoivent quelques membres du gouvernement pour les interpeller et appeler à querelle, mais moi, j'interpelle les députés et les sénateurs pour dire que nous sommes dans cette situation. C'est vrai que le président Denis Sassou Nguesso nous a rappelé une citation de Saint-Exupéry. Nous sommes tous responsables de tous. Mais dans la situation que nous connaissons, notamment dans la protection des responsables des scandales et crimes économiques et financiers, les parlementaires ont une grande responsabilité. Elle est d'autant plus grande qu'ils sont les représentants du peuple et qu'ils sont chargés de défendre les intérêts du peuple. Mais là, je n'ai cité que quelques dossiers. Mais il y en a d'autres. À titre d'illustration, on peut évoquer les 160 milliards détournés entre 2020 et 2022 au ministère de la Santé et de la Population. Mais il y en a un que je ne vais pas oublier, les révélations faites par les Panama Papers. Comme quoi, il y a 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux.
cette somme représente 65% de la dette globale du Congo. Vous voyez? Et on se pose la question. Comment ils ont fait? Et la démonstration est simple à faire. Elle est simple à faire. Pourquoi? Je prends le ministre d'État. Le ministre d'État, il gagne, dit-on, 15 millions. Si ces informations sont avérées. Il a une indemnité de logement mensuel de 2 millions. Ça fait 17 millions. En 12 mois, ce qu'il engrange en termes de salaire annuel, c'est 204 millions. 204 millions. Ce qui veut dire qu'en 10 ans, il a 2 milliards et 40 millions de francs CFA. En 100 ans, il a 20 milliards et 400 millions de francs CFA. Dites-moi comment ce monsieur peut prétendre avoir 2 milliards dans les paradis fiscaux. Par quelle magie? Puisque je vous explique et je fais la démonstration que même en prenant 17 milliards, si vous ne touchez aucun franc, au bout d'un siècle, ça vous fait 20 milliards 400 000. Mais expliquez-moi, comment il y a des Congolais qui, à travers les révélations des Panama Papers, ont plus de 2000 milliards dans ses comptes, ont près de 2 milliards dans ses comptes, certains ont plus de 750 milliards. Le moins riche d'entre eux a 20 milliards. Par quelle magie? Et comment le Parlement peut rester silencieux devant cette situation? Comment les organes de contrôle, s'il en existe au Congo, peuvent ne pas s'intéresser à cette situation? Comment la justice congolaise peut ne pas se saisir de ce genre d'affaires? Il apparaît clairement qu'un choix a été fait. Celui de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, celui de favoriser l'enrichissement illicite. Mais on aboutit à quoi? À ce que les caisses de l'État soient vides. Mais que fait-on pour récupérer l'argent qui a été dilapidé des caisses de l'État? Il faut du courage, il faut de la volonté politique. Est-ce que c'est le courage et la volonté politique qui manquent au gouvernement? Non. Ils ne peuvent pas le faire parce que la plupart d'entre eux sont impliqués dans cette situation. Ils sont donc incapables de se remettre en cause. Quand je prends le dossier des Panama Papers, je le dis sans la moindre gêne, mais la plupart de ceux qui sont impliqués sont les membres du bureau politique du PCT, les membres du gouvernement. Et quand je pense à la déclaration d'un responsable du PCT qui avait dit que dès qu'il y aura un membre du PCT qui sera impliqué dans une telle affaire, ben le PCT sera le premier à les dénoncer. Jusque-là, le PCT ne l'a jamais dénoncé. Et on fait, quand on vient faire des réunions, malaise social, on fait comme si on ignorait cette situation. Je pense, et je remercie, même si parfois j'ai été assez dur avec lui, je remercie l'honorable Pascal Tchati-Mabiala, qui déjà avait sur le sujet fait un certain nombre d'interventions assez brillantes. Mais lors de cette réunion, j'ai apprécié, je ne dis pas que j'apprécie toujours ce qu'il dit, j'ai apprécié la manière dont il a abordé le problème. Et je pense que les députés et les sénateurs doivent se remettre en cause et savoir qu'ils ont la responsabilité de défendre l'intérêt, non pas des gouvernants, mais l'intérêt des Congolais en général. Et qu'ils doivent se sentir en partie responsables par leur silence de la responsabilité sur la situation difficile et préoccupante que notre pays traverse jusqu'à présent. Donc, je voulais, chers téléspectateurs, mais avant de terminer, je tiens à dire un mot sur le budget de l'année, de l'avant-projet du budget de l'année. Je l'ai parcouru rapidement. Mais en fait, c'est un budget qui a été fait avec une préoccupation essentielle. C'est la préparation de l'élection de 2026. C'est pour ça que lorsque vous feuilletez ce budget, le budget de la primature passe curieusement, bien que nous soyons en situation difficile, passe curieusement de près de 11 milliards en 2024 à près de 25 milliards en 2025, avec une ligne, semble-t-il, pour la résolution de certains problèmes politiques. Il en est de même pour la ligne du plan de la statistique, etc., où on passe pratiquement d'une vingtaine de milliards à pratiquement
plus de 80 milliards, une augmentation autour de 100 et quelques %. Il en est de même pour le ministère de l'Intérieur. Donc, il ne faut pas que les Congolais prennent cette affaire à la légère. Il faut que nous regardions sérieusement et que nous suivons les débats qui vont s'y faire. C'est vrai, j'apprécie la hausse que je considère comme modérée au niveau de l'enseignement supérieur, autour de 10-13 %, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire. J'apprécie également la hausse au niveau de l'enseignement professionnel. Mais j'ose espérer que ces hausses au niveau de l'enseignement aideront à régler le problème des arriérés des bourses des étudiants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que lorsque je dis que le budget, ou nous disons que le budget de l'année 2025 doit se préoccuper de la misère des Congolais, en fait, en termes en français plus facile, le gouvernement doit prendre des mesures pour que du 1er janvier au 31 décembre 2025, que les fonctionnaires, les retraités, les étudiants touchent de façon concomitante leur salaire, leur bourse et les autres. Et que pour les structures qui ont de gros arriérés, il faut au moins que ce problème soit réglé pour l'année 2025 et que pour les arriérés, qu'on négocie un certain nombre d'accords pour voir comment éponger définitivement ce problème. Le gouvernement n'est pas crédible quand ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Anatole Colinet Makosso n'est pas crédible quand il vient dire que les caisses de l'État sont vides. Mais ce qui est curieux, c'est que depuis qu'il a mis en place une commission soi-disant pour renflouer les caisses de l'État, il ne vient plus rendre compte aux Congolais de la manière dont ces caisses sont renflouées ou pas. Mais en réalité, le problème, c'est que les gouvernants n'arrivent pas à donner un coup de pied dans le sac. Et le sac, le gros sac, c'est la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Nous leur citerons un exemple, ce qui se passe en Angola, qui est d'ailleurs en train de se battre pour faire entrer ces jours aussi près de 2 milliards de dollars. Et c'est déjà extrêmement important. Nous n'allons pas leur rappeler l'expérience de l'Arabie Saoudite. Nous n'allons pas leur rappeler ce qui se passe au Gabon où il n'y a pas très longtemps. On a pu récupérer pratiquement 100 milliards en ce qui concerne la lutte contre la corruption. C'est une question de volonté, c'est une question de transparence, une question de capacité de remise en cause. Mais les gouvernants doivent savoir qu'ils ne vont pas continuer pendant longtemps à faire croire aux Congolais qu'ils n'ont pas l'argent, alors que les Congolais savent que cet argent, ce sont eux qui le détiennent. Je crois que ça ne marchera pas. Il est bon, puisque nous voulons tous de la paix, que les dispositions soient prises. Et c'est pour ça que je vais aller à la conclusion, chers téléspectateurs. En fait, à travers cette thématique, j'ai voulu interpeller les parlementaires qui sont censés être les représentants du peuple devant le silence curieux et complice des gouvernants qui ont choisi de ne pas lutter contre la corruption, qui ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, qui ont choisi de faire dormir l'argent du Congo. Et c'est même scandaleux. Ils prétendent appliquer un programme de société qui s'appelle Ensemble poursuivons la marche, c'est-à-dire la marche vers le développement. Est-ce que vous pouvez poursuivre la marche vers le développement et tolérer la corruption? Est-ce que vous pouvez tolérer que vous recherchez le développement et votre argent, vous le déposez dans les paradis fiscaux et dans les pays étrangers pour favoriser le développement de ces pays au détriment du vôtre? La preuve, grâce aux réseaux sociaux, on est au courant des biens mal acquis en France. On est au courant des biens mal acquis aux États-Unis. On est au courant des biens mal acquis à Dubaï. Avec la démonstration que je vous ai faite sur le salaire du ministre d'État avec 17 millions. Vous pouvez expliquer comment un Congolais peut avoir plusieurs propriétés ici au Congo, des biens mal acquis en France, des biens aux États-Unis, des biens à Dubaï. Il fait comment? Mais c'est le résultat du vol. Et il faut que ce soit dit. Et il faut dire aux dirigeants, voler, ce n'est pas une bonne chose. Et pour moi qui suis chrétien,
parmi les commandements que nous avons retenus. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. C'est pour ça que j'interpelle les parlementaires, les sénateurs et les députés, pour leur dire, vous êtes placés devant vos responsabilités en examinant le budget de l'exercice 2025. Je vous ai signalé que ce budget a été fait avec une forte connotation de préparation de l'élection de 2026, qui est devenue la préoccupation essentielle, puisqu'on sent que les gens se battent pour la conservation du pouvoir, quand bien même ils ne sont pas conformes aux lois et règlements de la République, et en plus que leur bilan est catastrophique et a prouvé que sur toute la ligne, ils ont échoué. Mais ils sont là pour se dire, nous sommes là, nous ne quitterons pas. C'est pratiquement le droit de la force sur la force. Donc, les députés ont un choix simple à faire. Oui, ils soutiennent les gouvernants dans leur optique de protéger et de défendre les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, où les députés défendent le peuple, les Congolais, et les Congolais vont suivre. Et alors, en ce moment, ils doivent agir pour retenir comme objectif, entre autres, d'arrêter la misère et la souffrance des Congolais, de traquer les délinquants économiques, d'arrêter de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers, que les gouvernants arrêtent d'intervenir au niveau de la centrale d'intelligence et de documentation lorsque certains responsables de certaines structures sont mis en cause dans les questions des malversations financières. C'est tout ça qui a conduit le pays dans le chaos. C'est tout ça qui a conduit le pays dans le gouffre. Et on ne peut pas à la fois chercher à redresser et à la fois chercher à perpétrer dans l'erreur. C'est pour ça, chers téléspectateurs, que je dis, si nous prenons le courage de retenir ces objectifs, si nous prenons le courage de traquer les délinquants économiques et financiers, où qu'ils se trouvent, à quelque poste que ce soit, les Congolais retrouveront la quiétude, ils retrouveront la paix. J'ai une pensée particulière pour les retraités, particulièrement ceux de la crève. J'ai vu qu'en 2024, la ligne cotisation sociale en faveur de la crève n'était que de 58 milliards. Et on disait qu'elle ne couvrait pas, elle ne pouvait pas couvrir la totalité du paiement des pensions pendant toute l'année. Là, j'ai jeté un coup d'œil sur le budget 2025. Elle n'est que de 62,2 milliards. C'est-à-dire qu'ils veulent encore plonger les retraités dans les arrières. Mais parlant des retraités, je ne pense pas qu'à eux. Je pense aux étudiants, je pense aux travailleurs de beaucoup de structures. Il faut que le malaise social s'arrête. Et le malaise social peut s'arrêter avec le courage que nous devons avoir pour que ceux qui ont dilapidé l'argent des caisses de l'État puissent avoir le courage de le remettre, sinon que l'État prenne des dispositions pour récupérer cet argent. C'est donc sur ce fond que j'ai voulu, chers téléspectateurs, essayer d'aborder la problématique sur le budget de l'année 2025. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir parce que le dossier a été déposé à l'Assemblée, les commissions vont travailler jusqu'en décembre et nous aurons l'occasion d'y revenir. Et chaque fois que nous pourrons. Donc, nous interpellons les députés, nous interpellons les sénateurs et nous les invitons, cette fois-ci, à faire le choix d'être non pas du côté des gouvernants, mais du côté des peuples. C'est sur cette parole, chers téléspectateurs, que je mets fin à notre émission de ce jour. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au début du mois de novembre, tout en sachant que chacun de nous doit avoir une pensée pieuse et noble pour ceux des nôtres qui nous ont quittés, surtout qu'il y aura la journée et du 1er novembre et du 2 novembre. Donc à nous d'avoir cette pensée. Mais nous n'oublierons pas que le premier samedi du mois de novembre, le premier samedi du mois de novembre, nous aurons notre rendez-vous pour l'émission Grand Temps. Donc, à bientôt. Encore une fois, je vous remercie pour
pour votre aimable attention. Pour votre aimable attention. Et à la prochaine.